parfait, ils sont juste dans le bon timing. Alors on a un peu inversé les photos et les places, comme ça vous allez pouvoir refaire dans le bon ordre. Je vais tout juste vous donner quelques petites consignes et puis ensuite on va commencer. Est-ce que vous êtes déjà participé à la conférence à un autre moment ou c'est la première? Levez la main si vous étiez à une autre conférence. D'accord. Levez la main si c'est la première. D'accord, très bien. Donc il y a des personnes qui sont venues uniquement pour vous entendre. Vous avez beaucoup de chance quand même. Et merci beaucoup d'être venus. Donc création de valeur. À l'heure où on revoit beaucoup les organisations, à l'heure où on a un choix, c'est de respecter certaines consignes de la RSE et de l'engagement et l'inclusion, la création de valeur dans le marketing, c'est quelque chose de très utile pour les business models, mais aussi vis-à-vis de la réputation de la marque. Donc on va en parler tout à l'heure, à la fois dans le marketing, dans la communication. Et on est heureux que tous les quatre vous soyez présents et dignement les membres du Club des annonceurs, qui est un club donc, qui réunit uniquement des annonceurs et qui sont très préoccupés par la communication des marques. Donc il y a une partie de communication marketing, mais également une partie communication institutionnelle. On va en parler tout à l'heure avec Stéphanie. Stéphanie, je te propose de prendre un micro. Il nous manque un micro, je crois que j'en ai peut-être volé un. Ah, très bien. Donc Stéphanie, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Donc Stéphanie Courtois, je suis directrice marketing, communication et environnement, enfin RSE pour Brinks France. Alors j'ai volontairement pas mis d'image, parce que sinon vous auriez tous un camion et un convoyeur armé en tête. Et en fait aujourd'hui c'est une grosse part de notre entreprise, mais une autre part importante aussi est désormais l'outsourcing et la gestion complète de parcs de distributeurs de billets. Donc une évolution de l'entreprise vers de l'outsourcing pour nos gros clients sur des sujets paiement et évolution des paiements. Et donc, quand tu parles de camion, on parle de transfert de fonds ? Alors, camion, c'est transport de fonds, en effet. Aujourd'hui, nous gérons, donc nous sommes sur plus de 100 pays avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards et avec une entreprise où la France est un des pays leaders, où le cash existe toujours. Donc, je vous rassure, il y a toujours du cash. Ça reste un moyen de paiement inclusif. Un des enjeux majeurs, c'est vraiment l'évolution des moyens de paiement les uns avec les autres, puisqu'ils ont tendance plutôt à s'additionner. Et donc, c'est l'interconnexion des différents moyens de paiement et notre capacité à suivre ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc différents moyens de paiement, est-ce que tu vas jusqu'au wallet sur l'iPhone ou sur d'autres Alors aujourd'hui, les plus jeunes générations ont tendance à utiliser, à être payés en cash sur un certain nombre de petits boulots, à avoir des aides en cash de la part de la famille. On l'a vu lors du Covid, puisqu'on avait quand même beaucoup de jeunes et d'étudiants qui n'ont pas pu profiter de ces aides financières, des petits boulots dans cette période, et qui par contre vont plutôt dépenser sur les wallets, sur de la vidéo et du digital. Donc en effet, aujourd'hui, on propose des prestations de dépôt, de cash, pour pouvoir l'utiliser sur le digital. Donc, quand on parlait de connexion physique et digitale, on est vraiment sur ces sujets-là. Et vous travaillez en B2C ou en B2B, B2B2C ? Alors, on travaille majoritairement en B2B, mais comme la marque a une notion de sécurité par cette image de convoyeur que vous avez, aujourd'hui, certains de nos partenaires, comme les néobanques, par exemple, qui travaillent avec nous, nous demandent d'arriver en caution. Donc, il y a un enjeu de B2B2C qui devient de plus en plus important. Et puis, sur les distributeurs de billets, on commence aussi à avoir des distributeurs de billets qui seront signés Brinks, et puis seulement pour les gros groupes bancaires. Donc maintenant, avec la cybersécurité, on voit tout ce qui se passe, la blockchain, le Web3. Est-ce que vous l'avez intégré dans votre activité ? Oui, en fait, on a un établissement de paiement qui gère plus de 90 milliards d'euros par an. Donc, on a déjà tous ces éléments
dans nos composantes. Et ton domaine d'intervention, oui, bien sûr. Et ton domaine d'intervention, c'est France-Europe ou c'est uniquement l'international? Je ne sais pas, en fait. Alors, pour l'instant, c'est la France, mais comme on est le 3e pays pour le groupe Brinks, c'est qu'on est assez en avance sur l'outsourcing de parcs de distributeurs de billets. On est en lead sur un certain nombre de sujets. Et puis, le groupe était une association de pays. Aujourd'hui, on devient vraiment un groupe. Donc, je suis contributrice sur 6 ou 7 projets transversaux. Félicitations. Merci beaucoup pour cette introduction, parce que c'est vrai que derrière Brinks, on ne voit pas transparaître grand-chose. Vous n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux. C'est une activité qui est relativement secrète, mais il y a quand même derrière une activité de marketing, un métier du marketing et de la communication. Tu gères les 2 équipes, marketing et communication ? Alors, comme dans beaucoup d'entreprises de ma taille, en fait, les 2 équipes ne sont pas très nombreuses puisqu'on est 5. Donc, oui, je gère les 5 personnes. Et je gère aussi certains sujets en transverse, comme tout ce qui est RSE avec une équipe projet. Je passe à toi, Pierre. Pierre, tu as un micro devant toi si tu veux. Hein. Utiliser celui de Stéphanie. Voilà, donc Pierre, nous sommes ravis que tu participes. Pierre, beaucoup de gens le connaissent dans le milieu de la mode. Tu as même une personne de fan club qui sont venus ici en disant oui, Alice, je veux Bonjour, voir Pierre. Donc Pierre, tu parles surtout à des marques. De temps en temps, tu vas voir les étudiants dans le domaine du luxe, du master et MBA de Alice, qui est là. Bienvenue, il y a encore de la place dans la salle. Donc, vous avez une activité d'aide sur les marques. Tu vas nous présenter tout à l'heure une étude qui va nous illustrer ce que vous faites. Donc, tu peux te présenter aussi, même si je pense que la moitié de la salle te connaît déjà. Oui, alors que je ne sais pas si la moitié de la salle me connaît. En tout cas, je travaille chez Kantar, qui est un des gros instituts d'études mondiaux. On a une croyance, c'est que la valeur provient de la marque, la valeur de la marque. Et pour que la marque crée de la valeur, il faut qu'elle crée du sens, il faut créer de la différence. Et quand elle a justement identifié ce qui crée du sens et de la différence pour les consommateurs, il faut qu'elle le fasse savoir et donc il faut qu'elle soit aussi saillante. Chaque année, on publie un classement qui s'appelle le Brandsy Top 100 qui hiérarchise les 100 marques les plus puissantes au monde. Publié en juin, chaque année, on a aussi un top 50 France tous les 2 ans. Donc elles ne sont pas que françaises, ces 100 marques? Il n'y a pas que les françaises, mais il y a notamment des françaises. Et quelles sont ces françaises? Essentiellement des marques de luxe. Donc ce qui me permet de décrire une de mes missions, c'est de coordonner l'expertise luxe de Kantar au niveau mondial. Louis Vuitton a réalisé un exploit il y a 2 ans, c'est de rejoindre le top 10 dans ce top 100 des marques les plus puissantes au monde. Jusqu'ici, ce top 10 était dominé par des marques américaines et chinoises. Donc pour la première fois depuis 2006, on a une marque non américaine et non chinoise. Par ailleurs, les autres marques de luxe françaises se portent très bien, à l'instar de Chanel, Hermès, Lancôme et aussi Dior qui a une grosse croissance. Sur ce classement, on observe, puisqu'on parle de valeur, que la valeur cumulée des marques de luxe dans ce classement a une croissance plus élevée que la valeur cumulée des marques de tech. C'est le secteur le plus dynamique. Ah oui, et dans les marques de tech, j'imagine que tu as des marques un tout petit peu connues comme Apple, Samsung. Ce sont les premières du classement, en effet. D'accord. Exactement. Et donc elles sont en train d'être rattrapées par les marques de luxe. Exactement. Voilà, Louis Vuitton qui rejoint le top 10 et puis une croissance plus forte des marques de luxe par rapport aux marques de tech qui occupent le haut du classement. Donc on est optimiste sur justement cette création de valeur par des marques et qui sont souvent des marques françaises. Donc c'est une bonne opportunité. Alors félicitations à Louis Vuitton, surtout aux personnes qui travaillent chez Louis Vuitton et qui sont dans la salle et que je ne citerai pas parce qu'il faut que ça reste secret. Et c'est normal, mais en tout cas bravo à la marque Louis Vuitton et on en est très très fiers. Oui, tout à fait. C'est un capital pour la France aussi. Exactement, une lumière, un exemple à suivre. Justement, où on met où la valeur passe par la création de marques fortes. Et la deuxième activité que l'on m'a confiée chez Kantar, c'est un rôle d'accompagnant des marques sur leur transformation durable, puisque effectivement notre raison d'être, c'est Shape Your Brand Future, donc façonner le futur des marques. Et le futur des marques passe nécessairement, évidemment, par l'intégration des éléments de développement durable au cœur du business model. Ce n'est pas juste à côté une gamme supplémentaire, quelque chose d'accessoire. C'est une transformation profonde, aussi importante, voire plus importante que la transformation digitale.
qui a été menée récemment. Et tu peux créer de la valeur avec ce positionnement RSE ou ESG ? Tout à fait, et cette valeur va justement être liée au fait qu'on va répondre à des attentes consommateurs. On est sur la première préoccupation des citoyens du monde. On réalise 65 millions d'interviews dans le groupe Kantar par an. La première préoccupation des citoyens du monde, c'est l'environnement cette année. Pour près de 50% d'entre eux, devant les conflits géopolitiques, devant l'inflation, devant les préoccupations économiques. Donc là, en fait... Même devant leur pouvoir d'achat. Devant le pouvoir d'achat. En fait, là, il y a une vraie éco-anxiété qui est née de l'année la plus chaude, l'année dernière, hélas, plus 1,5 degré, et ses conséquences, les inondations, les canicules, etc. Donc effectivement, oui, mettre le développement durable au cœur de la croissance des marques, c'est un bon investissement puisqu'on permet de résoudre une anxiété consommateur au-delà du fait qu'on crée un monde positif pour les générations futures. On va voir tout à l'heure dans l'étude que vous allez nous révéler s'il y a un alignement entre les intentions et les actes. Tout à fait. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler l'étude, mais effectivement, il y a les intentions et les actes. Fanny, merci beaucoup. Toi, tu sais qu'on est sur un salon qui est lié à l'exploration de nouvelles solutions, de l'adopter les innovations. C'est le thème générique du salon cette année, All for Customer. Mais toi, tu travailles aussi dans cet aspect recherche et création. Tu nous aides à prendre de la hauteur et à regarder ce qui se passera aussi un peu plus tard en 2025, mais aussi 2030, 2050. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites chez AXA ? Et si vous arrivez toujours à capter aussi l'intérêt des jeunes générations avec un alignement de vos valeurs et de la réalité. Merci Cécile, bonjour à tous, d'ores et déjà. Ravie de vous voir tous ici et puis j'espère que nos interventions seront à la hauteur de vos attentes. Donc Fanny Châtelet, j'interviens aujourd'hui donc au nom de la marque AXA, leader de l'assurance dans le monde. Donc une belle marque qui effectivement propose des services d'assurance et de services financiers dans plus d'une 50aine de pays et qui représente plus particulièrement en France un intervenant pour plus de 6 millions de clients et grâce au service et à l'accompagnement de plus de 33 000 collaborateurs, donc employés, agents, conseillers chez AXA France. Notre mission, elle n'est pas évidente parce que quand j'ai rejoint AXA il y a 15 ans, je pense que ce que j'entendais le plus régulièrement quand j'interrogeais des consommateurs, des clients, des prospects, c'est assureur-voleur. Donc on le sait. Tu as quand même rejoint l'entreprise quand on voit sur ça. Il y avait un challenge. Je n'en parle plus dans mes dîners le samedi soir avec mes amis. Donc il faut reconnaître que l'assurance est un métier qui est très souvent mal compris, mal aimé et qui clairement avait une cote plutôt de désamour de la part des Français. Et AXA, qui pour autant a pleinement conscience qu'au contraire, son rôle est important et va le devenir de plus en plus dans les années à venir avec tous les risques que l'on voit apparaître autour de nous. Notre rôle, c'est bel et bien d'agir pour vous protéger, pour nous protéger, pour protéger ce qui compte et nous permettre donc d'agir pour le progrès humain. Donc quand on prend conscience que être capable d'anticiper, de couvrir un risque, c'est ce qui nous permet à nous, chacun d'entre nous, d'oser entreprendre et d'oser prendre des risques, eh bien toute la valeur d'un assureur prend son importance dans le contexte actuel. Et évidemment, chez les jeunes, aussi. Autant que dans le reste de la population. Alors, comment est constituée ton équipe et est-ce qu'il s'agit uniquement du marketing, mais aussi du e-commerce, du e-business ? Oui, donc moi je suis en charge en fait du e-business, donc marketing digital, et à ce titre j'ai une deuxième casquette qui est d'accompagner et d'accélérer la transformation marketing chez AXA France plus particulièrement. Et donc le travail des équipes marketing et e-business, c'est de détecter le plus tôt possible les besoins de nos clients et de nos prospects pour les orienter vers le bon canal de distribution. Aujourd'hui, pour souscrire un contrat d'assurance,
Notre modèle est avant tout basé sur la relation avec un agent d'assurance, même titre qu'un agent bancaire. Vous avez des agences AXA, il y en a plus de 3000 dans le territoire français, c'est un des maillages les plus importants. Mais on a également des plateformes téléphoniques et des parcours de souscription directs sur le web. Donc on est vraiment dans de la distribution de plus en plus omnicanale, et notre enjeu, c'est de détecter, et en fonction du profil de l'internaute, d'orienter vers le bon parcours. Donc notre modèle génère en fait des leads clients, prospects, et pour ça, on a tout un dispositif de campagne marketing assez data-driven qui nous permettent de générer de la demande. Très bien, donc là on rentre vraiment dans le cœur du sujet marketing, des sujets marketing de transformation avec l'IA aussi qui arrive, et on peut voir sur le salon un certain nombre d'exposants qui proposent des solutions. Tu n'as pas encore eu le temps de faire le tour du salon, tu vas le faire après, mais l'IA, vous l'utilisez déjà ou pas ? On commence à l'utiliser, oui, j'y reviendrai un petit peu après, mais plutôt sur de la génération de contenu en effet, oui. Donc, l'IA générative. Merci Fanny. David, félicitations pour ton élégance à la française. Je trouve que voilà, ça fait plaisir. Merci. Comme toujours. Donc, David, tu peux nous expliquer ce que tu fais maintenant, parce que tu es aussi depuis longtemps dans la communication et le marketing. Oui, alors j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'IT. J'étais fidèle pendant très longtemps à une entreprise qui s'appelle Prodware. Et j'ai rejoint le groupe Ionis depuis septembre, toujours dans le marketing et la communication. Donc j'ai repris la direction marketing et communication du groupe Ionis. Le groupe Ionis, je ne vais pas toutes vous les citer parce que ce n'est pas le propos, c'est une trentaine d'écoles, aussi bien des écoles d'ingénieurs que des écoles de commerce, des écoles de créatifs, etc. etc. Et la promesse de Ionis, c'est de former les nouvelles intelligences des entreprises. Voilà, on va faire assez court parce que je pense que ce que vous attendez, c'est plus qu'on parle un peu de la valeur des marques. Donc, valeur des marques, mais aussi la transmission aux jeunes générations. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'on leur raconte ? Qu'est-ce qu'on leur raconte aux jeunes générations ? Alors, je pense que les jeunes générations, je parle de mes étudiants et des étudiants en général, ils sont beaucoup plus sensibles au marketing, ils connaissent un peu mieux les ficelles du marketing que les générations précédentes, je pense. Ils ont des besoins assez simples, hein, ils ont des désirs de consommateurs, donc ils attendent de l'excellence dans la délivrabilité de ces désirs. Je pense qu'ils sont en attente d'authenticité de la part des marques. Donc qui dit authenticité dit aussi attente en matière de responsabilité. Donc je pense que tout ce qui était pratique de greenwashing, enfin maintenant on peut le décliner, c'est l'arc-en-ciel washing parce qu'il y a le pink washing, le purple washing, etc. Donc je pense qu'il y a une grosse vigilance, donc je pense que les marques ont intérêt à faire attention sur ce volet. Et puis ces générations, je pense qu'elles ont baigné directement dans les 4 Nous, on a connu les 4 P. On était sur un marketing qui était très orienté produit. Eux, ils sont sur les 4 E. Je pense que tout le monde connaît l'acronyme 4 E, donc je ne vais pas le détailler. Si, tu peux, parce que tu sais, les 4 P, c'était le sujet du salon l'année dernière. On l'avait rebaptisé People, Planet, Profit, Purpose. Ok. Donc, à toi de nous dire quels sont tes 4 E. Faut pas que c'est le moment de pression, là. Faut pas que je me trompe. Bah non, vas-y dans le bon ordre. Alors, ils veulent vivre une expérience avec la marque. Ils attendent de la marque qu'elle soit engagée. Ils veulent également qu'ils aient une expérience personnalisée, donc une personnalisation extrême. Et la 4e, ça y est, c'est le moment fatidique. L'émotion. Voilà, de l'émotion. Ils attendent d'une marque de l'émotion. Voilà, exactement. Donc ils sont habitués à une expérience digitale qui est sans couture. Donc ils ont des attentes fortes vis-à-vis des marques. Ils sont particulièrement exigeants et ils sont pleins de paradoxes. On va le voir ça dans le cadre de l'étude, puisque on est en plein dans le triangle de l'inaction, puisqu'ils attendent des marques qu'elles fassent quelque chose sur tout ce qui est sociétal, environnemental. Et donc il y a une espèce de déni, alors que c'est une de leurs préoccupations majeures, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord, donc des jeunes qui sont encore à convaincre entre l'engagement et la réalité de leur expérience. Disons qu'ils sont, ils sont très...
c'est des sujets qui les préoccupent, mais ils ont également leur confort. Je pense qu'on va le voir avec Pierre, sur tout ce qui est usage du streaming, voyage, etc. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur plaisir, hein, les fameux plaisirs coupables que va évoquer Pierre d'ailleurs. Voilà, donc Pierre, avec le Club des annonceurs, tu as mis en place une étude avec Kantar pour expliquer est-ce que le comportement des annonceurs, enfin des marques et des clients sont alignés par rapport aux engagements. Je vais te passer à Zapet et tu vas nous présenter les résultats. Redonne-nous les éléments de contexte, s'il te plaît. Le micro. Les éléments de contexte, c'est une étude qu'on a menée dans 34 pays sur 42 secteurs d'activité. Et l'un des concepts forts de cette étude, c'est l'écart entre les attitudes et les comportements. En anglais, on va parler de Value Action Gap. Et si on moyennise un peu les résultats, on a à peu près 80% des consommateurs sur les catégories de produits qui souhaiteraient avoir une consommation plus responsable, mais seuls 30% des consommateurs alignent leur comportement avec leurs souhaits. Et donc, en fait, on s'est demandé quelles sont les barrières entre justement ces attitudes et ces comportements, et on a voulu creuser cette étude avec le Club des annonceurs en France. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti de 8 catégories de produits. Effectivement, c'est un choix qui a été guidé par l'impact de ces catégories de produits, soit sur l'environnement, soit sur la société. Donc sur l'environnement, effectivement, on connaît les pratiques voilà, de l'agriculture, on en a parlé récemment, l'impact CO2, etc. Côté sociétal, on peut par exemple parler justement de la livraison à domicile. Donc on a choisi, alors c'est un peu subjectif, on aurait pu en choisir d'autres, mais en tout cas on en a choisi 8 qui sont souvent assez discutés dans les médias pour comprendre déjà si les consommatrices et les consommateurs se sentaient coupables d'acheter ces catégories de produits ou services, et puis d'autre part ce qui les faisait continuer à acheter ces produits ou ces services. Et on a aussi voulu avoir une ouverture vers l'avenir. Qu'est-ce qui les ferait changer ? Et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on a réalisé une étude sur notre panel et pour chaque catégorie on a 500 répondantes ou répondants. Donc on a soit les résultats sur un échantillon représentatif français assez solide. Alors, à votre avis, alors je vais poser une question, je vais faire comme toi. Est-ce que les Françaises et les Français se sentent coupables ou pas d'acheter les 8 catégories de produits et services que l'on vient de voir ? Peut-être qu'on va d'abord dévoiler ces services et ces produits. Hein. On les a, excuse-moi, je ne les ai pas détaillés de vive voix, mais on les voit apparaître ici. C'est la viande, les fruits et légumes qui ne sont ni locaux ni de saison, les bouteilles d'eau, oui. J'ai un petit les peu déplacements en avion, les services de livraison à domicile, les smartphones, la mode et la beauté. Voilà les catégories de produits que nous avons investiguées. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, levez la main pour ceux qui pensent que les Français se sentent coupables. Et pour ceux qui ne se sentent pas coupables ? Ok, donc on a moitié-moitié, à peu près. La réalité, c'est qu'on a 59% en moyenne sur ces 8 catégories de produits de consommatrices et consommateurs qui nous indiquent qu'ils ne se sentaient pas coupables. Effectivement, alors avec des catégories maquillage et viande, où alors c'est carrément on ne se sent pas coupable, à hauteur de 71-68%. Et puis le livraison de plats préparés un petit peu plus. Alors du coup, quelles sont les barrières à l'action? Pourquoi est-ce que finalement on ne se sent pas coupable? La première raison, elle est assez évidente, on va les détailler, c'est le plaisir. La deuxième, c'est le manque de connaissances, ou en tout cas d'options disponibles alternatives. La troisième, c'est le fait qu'on n'a pas nécessairement conscience de l'impact que l'on a quand on consomme ces catégories de produits ou services. Puis la dernière raison, c'est que changer des habitudes, c'est assez difficile. On va y revenir. Donc le plaisir d'abord, vous le voyez ici, je ne vais pas revenir dans le grand détail, mais par exemple si on prend le transport aérien, effectivement on voyage pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, et c'est dur de se dire qu'on va renoncer
à ce type d'expérience. Manger de la viande, c'est un plaisir. Se faire livrer des repas à domicile, c'est l'occasion de changer de quotidien en s'offrant des plaisirs gustatifs différents. Effectivement, etc., etc. Donc le plaisir de consommer des catégories de produits classiques reste important. Donc finalement, on en revient à comment est-ce qu'on redéfinit des imaginaires, comment est-ce qu'on peut permettre aux citoyens du monde de trouver leur plaisir autrement qu'en ayant un impact fort sur la planète. Et donc là, les marques et les communications ont un vrai rôle à jouer. C'est ça, cette dans la création de la notion de plaisir. Et donc, création de valeur sur des plaisirs qui ne seraient pas forcément celui de manger de la viande ou de se maquiller. Voilà, ou de tout simplement d'avoir une consommation matérielle trop fréquente. Enfin bon, voilà, on peut se poser pas mal de questions. Deuxième chose, c'est le manque d'options. Et ça, on le voit notamment sur l'eau en bouteille. Effectivement, moi, l'idée, enfin, on le voit, pour 85% des gens qu'on a interrogés, ils n'ont pas forcément confiance dans la qualité de l'eau du robinet, ou ils n'aiment pas son goût. Donc voilà, donc ils vont pas acheter autre chose. Pour les smartphones, comment est-ce que je vais garder un smartphone un peu vieux alors que les applications nécessitent de plus en plus de puissance, donc je vais pas pouvoir les faire fonctionner, c'est frustrant. Les destinations touristiques, c'est finalement, qu'est-ce qu'on me propose d'autre pour voyager aussi rapidement ou avec des expériences aussi enrichissantes que des voyages lointains. Voilà quelques options sur quelques exemples sur le manque d'options. Le pouvoir d'achat, effectivement, est aussi également une raison extrêmement forte, puisque généralement les alternatives aux produits classiques, quand elles sont plus durables, sont généralement plus chères. Et là, on revient sur autre chose. Qu'est-ce que réexpliquer la valeur des choses? Pourquoi est-ce que un prix est plus élevé par rapport à un prix bas? Je pense qu'effectivement, il faut déjà éduquer le consommateur sur le fait que quand il y a un prix bas, il faut qu'il se pose des questions relativement sérieuses sur ce qui permet de créer un prix aussi bas. Donc redéfinir l'échelle des valeurs pour les consommateurs est important. Le prix doit refléter la valeur, mais il faut expliquer. C'est ça. C'est que le consommateur, il peut se dire très bien, c'est facile, je dis, je ne savais pas. Mais à partir du moment où la marque va lui expliquer le vrai coût, ça va le faire réfléchir et peut-être même un peu culpabiliser. Et il n'y aura pas simplement le fait que économiquement c'est moins cher, mais il va s'apercevoir qu'il y a des impacts si on achète de la fast fashion et que c'est fabriqué par des gens à qui on donne vraiment des conditions déplorables de vie. Quand ça fait le tour du monde pour arriver dans son caddie, ça va refaire discuter, réfléchir. Tout à fait, exactement. Donc la transparence, c'est toute la démarche de C'est qui le patron, par exemple, de fixer un prix qui permet à des agriculteurs de vivre. Une réaction, David? Non, ça ne va pas empêcher de faire la baisse du bio. Enfin, le bio est en perte de vitesse complète. Alors que, effectivement, l'explication du pouvoir d'achat rentre en ligne de compte, puisqu'on voit bien que malgré toute la pédagogie qui est autour du bio, ça n'a pas empêché pas mal de magasins de sortir des produits bio, parce qu'il n'y a pas de consommateurs, en fait. Et est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière? Parce qu'effectivement, le consommateur, il a pris des bonnes résolutions, puis finalement, il revient sur des situations où il reprend ses actes d'achat précédents. Effectivement, donc on revient sur une autre thématique, mais peut-être plus macroéconomique, sur le partage de la richesse au sein de nos sociétés. Et notamment dans ce qu'on voit dans notre étude, et on en parlait d'ailleurs avec les étudiantes d'Alice à Subdeluxe, c'était que l'une des préoccupations principales des consommateurs dans le monde, donc les 34 000 qu'on a interrogés, c'est les inégalités sociales, économiques, la pauvreté et le manque d'emploi avec un salaire suffisant. Parmi les 10 plus grandes préoccupations sur plus de 40 qu'on a proposées, ces 3-là arrivent dans les 10 premières. Donc effectivement, quand on gagne le SMIC, c'est pas facile d'acheter bio, je suis d'accord.
Ceci dit, c'est pas tout à fait vrai, excuse-moi. Non, mais si on ouvre le débat, mais il faudrait que tu déroules l'étude jusqu'à la fin. Mais on voit des consommateurs en Asie notamment qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat très important, mais qui vont se serrer la ceinture pour acheter des produits durables. Oui. Et même si il y a la plus grande industrie manufacture du monde qui est à côté de chez eux, qui vont préférer acheter des articles de luxe avec des beaux sigles français que tu as cités tout à l'heure, mais qui vont donner une image et les rassurer sur la confiance qu'ils ont. Et là, on est quand même sur une solution à la durabilité et à la sustainability. On est d'accord, effectivement. Mais après, c'est une question de rééducation de nos modes de vie aussi. Acheter moins, mais acheter mieux. Donc, acheter des produits qui durent. Et acheter des produits qui sont bons pour la santé, mais c'est une question de rééducation de nos esprits en fait. Du coup, ensuite, la troisième barrière qu'on observe, c'est le fait que on a encore un tiers des Français ou Françaises qu'on a interrogés qui estiment que leur consommation a peu d'impact finalement sur la planète. Alors vous me direz, il y en a 2 tiers qui pensent qu'ils en ont, mais on a quand même un tiers qui pensent pas, donc et puis après on a des consommateurs plutôt paradoxaux. Et si je vous montre ce slide là, on parlait de tes étudiants, là on le voit, difficile pour les 18-24 ans alors qu'ils sont effectivement un peu plus engagés, vous le voyez sur le bas en droite de ce graphique, ils pensent qu'effectivement leur consommation peut avoir un impact très important sur la planète, donc ils pensent, mais par contre, ils sont beaucoup plus nombreux à commander des services de livraison à domicile, beaucoup plus nombreux à renouveler leur smartphone régulièrement, à voyager de manière lointaine, à utiliser de la fast fashion, etc. Donc, et certes, ils consomment moins de viande et ils consomment plus des produits locaux et de saison. Mais quand même, il y a en fait, on m'a donné un magazine à l'entrée sur le consommateur paradoxal. C'est ce que j'allais dire. On y est complètement là, en fait. Le marketing magazine, c'est le consommateur paradoxal. Voilà, on a un exemple. Effectivement, on est tous pétris de paradoxes et de bonnes intentions, et puis de plaisirs qui sont plus coupables. Comme quoi, il faut aussi calculer son empreinte carbone. Et là, il y a plein de choses qui existent quand même sur les ateliers pédagogiques qui existent. Je ne veux pas faire de publicité, mais les fresques du numérique, du climat, les ateliers d'automne, c'est un outil d'éducation. Après, la partie qui est compliquée, c'est de passer de la connaissance à l'action. Oui. Alors, 4 solutions que nous avons proposées cette étude, et j'avance un peu plus rapidement, le temps passe. C'est déjà responsabiliser les marques qui doivent offrir d'autres solutions, que les prix reflètent l'impact des produits et services, informer sur ce qui permettra de faire des choix éclairés, et puis effectivement ne plus laisser le choix de certaines consommations. Donc, responsabiliser les marques, effectivement, c'est demander aux marques qu'elles proposent des smartphones qui durent plus longtemps, qui soient réparables, qui puissent être aussi intégrés des évolutions technologiques. Voilà, c'est toute la démarche d'une marque comme Darty, par exemple, qui va proposer des notations sur la durabilité des produits pour éclairer le choix des consommateurs sur la durabilité du produit. Un meilleur contrôle aussi de la qualité de l'eau du robinet. Donc en fait, responsabiliser les marques sur les services qu'elles proposent. Donc là, on en revient au fait que les marques doivent faire des innovations radicales pour redéfinir l'ensemble de leurs produits et services. Deuxième solution, c'est effectivement proposer des prix plus bas pour donner accès. Donc effectivement, si on a du volume nécessaire sur les produits bio, ça va nécessairement faire baisser les prix puisqu'il y aura des économies d'échelle, donc ça c'est possible, mais c'est aussi taxer les produits qui ont un impact on le voit avec le taxe négatif. De la fast fashion, tout ce qui vient d'être décidé au niveau européen et français. Tout à fait. Donc ça, c'est autre chose. Troisième solution, c'est informer sur des choix éclairés. Et donc la thématique de la traçabilité, des labels extérieurs, mais aussi de la communication des marques. Alors informer sans tuer le désir, puisque la valeur des marques vient aussi du désir qu'elles créent. Donc c'est trouver ce juste équilibre. Et puis la troisième chose, ils y sont d'accord, c'est effectivement légiférer ou faire en sorte que les prix soient suffisamment dissuasifs pour arrêter les consommations qui ne soient pas vertueuses.
Voilà ce qu'on pouvait. Merci beaucoup. Et si vous voulez, je veux bien que tu me rendes ça, s'il te plaît, la petite. Pardon, excuse-moi. Merci. Si vous voulez télécharger l'étude en entier, elle est sur le site du Club des annonceurs et vous pouvez prendre aussi un certain nombre d'informations auprès de Kantar qui a réalisé cette étude et qui est effectivement très intéressante pour la réflexion en tout cas et pour servir de base pour les communicants. Donc Stéphanie, tu représentes ce jour le Club des annonceurs pour avoir été son ancienne directrice générale et maintenant tu es donc directrice com et marketing chez Brinks. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Alors en effet, comme on le voit donc au Club des annonceurs, en fait, l'un des enjeux du club, c'est pouvoir partager sur ces sujets dans des espaces publics, mais aussi dans des espaces confidentiels, puisqu'on le voit, on est vraiment dans les contradictions, dans les injonctions contradictoires, et les bonnes recettes, elles sont pas simples à trouver, et donc on cherche à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc une sorte de think tank dans une approche un peu confidentielle. Et ce que l'on a fait avec cette étude en partenariat avec Pierre, c'est que certains membres du bureau sont allés voir leurs collègues et leur ont dit comment tu fais toi, comment tu fonctionnes par rapport à ces objectifs. Et c'est ce travail-là qu'on a cherché à faire en synthèse avec l'aide de Kantar. Un des éléments qui nous a intéressés, c'est quelque chose que citait l'Obsoco il y a quelques années en nous disant retournez sur vos valeurs d'usage. Ne travaillez pas que sur les valeurs projetées de vos marques, mais continuez à faire tout le temps le pendant entre les deux et tout au long de la customer journée, tout au long de l'approche que vous avez avec vos clients, qu'ils soient des B2B ou des B2C, c'est quoi la valeur d'usage à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on va la surinvestir, mais en tout cas cet équilibre entre les deux. Donc ça, c'était un des premiers éléments. C'est comment je retravaille aussi la valeur d'usage de la marque, le fameux value for money à chaque fois. Et le deuxième point important, quand on va passer pour le coup sur la façon de projeter, la valeur projetée, ou en tout cas les signaux de communication que l'on va envoyer, dans un sens assez large, là, on le voit, on a évoqué le mot plaisir, sur les étudiants, on a évoqué tout ce qui est sujet des émotions. Il va falloir trouver le bon équilibre entre je m'engage sur des aspects sociétaux, mais en même temps, je ne le fais pas de façon rébarbative, de façon trop scolaire. Ce qu'on a pu faire peut-être parfois au début, avec une image très corporate de l'environnement, de la RSE, et aujourd'hui qu'on doit déplacer, toujours sur une approche corporate probablement, ou une approche de service plus large que j'ai mon innovation verte, mais avec quelque chose de plus tangible et pourquoi pas plus sympa aussi, parce que l'intégration dans les défis de la société peuvent être faite de façon créative, peuvent être faite avec des partenariats avec des influenceurs qui soient plus modernes que les approches plus traditionnelles qu'on pouvait avoir. Donc dans ce cadre-là, un travail en tout cas plus polysensoriel, plus émotionnel dans ces relations que l'on peut avoir avec le consommateur. Et puis le troisième point qui nous semble important, c'était si on veut avoir une empreinte positive sur la société, il faut travailler avec la société. Donc c'était cette idée qu'on a appelée un peu open dans cette troisième partie, qui était de dire comment on interagit de façon différente. On a parlé de la mode tout à l'heure, des marques de mode quelquefois un peu vieillissantes, elles allaient chercher des capsules avec un créateur qui bouleversait un peu la marque. Là, c'est probablement ça, c'est de se dire comment, plutôt que d'être juste partenaire avec une assoce, on l'intègre complètement dans nos cycles de réflexion. Comment on fait arriver des gens de l'économie régénérative à l'intérieur de nos process de création, de développement, pour aller chercher justement cette créativité, mais aussi cette justesse d'exécution tout au long de notre cycle, que ça soit d'innovation, mais aussi de communication. Oui, donc voilà un c'est peu plus les trois grands éléments qui sortaient de cette étude avec des bonnes pratiques. Intéressant ce que tu dis, c'est le sens de la sincérité, l'authenticité, que ce soit pas artificiel. Et c'est pas juste des déclarations. Exactement. Mais l'authenticité est un des termes qui ressortait de façon très forte chez la plupart des directeurs de marque interviewés. Mais une authenticité qui soit une capacité de lier les fondamentaux, mais aussi continuer, capacité à émerger. Donc pas tous raconter la même chose, et donc avoir ça, quand on a parlé de purpose, quand on a parlé de raison d'être, d'avoir en tête que cette raison d'être, elle doit être en phase avec votre public. Et si vous êtes sur une raison d'être très corporate, très investisseur, ça va pas faire écho avec votre audience. Donc c'est cet équilibre quand on a évoqué les plaisirs coupables, c'est cet équilibre entre je m'engage, mais ça veut pas dire pour autant j'ai une sobriété déprimante. C'est trouver le bon équilibre dans cette sobriété pour se faire plaisir avec ces nouvelles règles. Et donc, vous allez chercher aussi des partenariats extérieurs qui sont des partenariats avec des gens qui ont des missions complémentaires
et qui vous inspire dans le cadre de la création de valeur. Là, ça oblige en effet à grandir avec nos partenaires qui sont nos agences, nos partenaires qui peuvent être des freelances, mais aussi en effet ces nouveaux modèles d'entreprise. Et donc certaines marques ont été interviewées qui sont de naissance des marques régénératives, mais pas seulement, des transitions fortes. Comme AXA, par exemple, où c'est des défis très importants sur des gros groupes historiques, d'arriver à intégrer ça dans notre écosystème. J'ai participé à un événement donc en Asie sur la création de valeur, sur l'économie régénérative. Et donc on s'aperçoit que c'est pas uniquement l'agriculture qui est touchée, et tu l'as dit tout à l'heure. Donc est-ce que vous éduquez les jeunes sur ce thème, David, l'économie régénérative, le marketing et tout ce qui va avec? Non, l'économie régénérative, je crois pas. Pas encore. Pas encore. Par contre, il y a un master marketing communication RSE, par exemple, qui a été au sein d'ISAG, donc une école marketing communication. On a 4 écoles qui sont devenues des sociétés à mission, donc il y a quand même des éléments qui sont tangibles, qui sont mis en place au sein du groupe. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on a une nouvelle équation à résoudre en tant que marketeur, communicant, c'est de faire en sorte d'être efficace tout en étant sobre. Et ça, c'est pas gagné. C'est un beau challenge qu'on a devant nous, je crois. Fanny, qu'est-ce que vous faites quand tu as une expérience comme ça au niveau à la fois de votre quotidien, votre mission d'assurer, mais également un retour d'expérience des consommateurs qui sont en plus sujets à beaucoup plus de problèmes, notamment au niveau climatique. Comment réagit quelqu'un comme toi dans la marketing et la communication au niveau assurance ? Je dirais que par les temps qui courent, le plus important, c'est déjà de rester connecté à ses clients, à ses consommateurs, et à bien comprendre le niveau de stress ou de dilemme qui peut se poser au quotidien dans les choix et les différents achats qu'ils doivent effectuer. Nous, notre compréhension du monde, c'est qu'effectivement, il est de plus en plus complexe, avec tous les risques géopolitiques, climatiques, cyber-risques également qui pèsent sur nous, plus les tensions socio-économiques que vous connaissez tous. Et dans ce contexte, ce qu'on entend, ce qu'on comprend de nos clients et des prospects, c'est 1. Aidez-nous à garder du pouvoir d'achat. On l'a vu, c'est 1 pour remplir nos besoins primaires, mais aussi et surtout pour garder cette notion de plaisir qui reste importante parce que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on y trouve aussi du plaisir. Donc pour ça, aidez-nous, vous les marques, à garder ce pouvoir d'achat. Et 2, aidez-nous à créer du lien, de l'empathie, de l'engagement entre nous, parce qu'on voit bien que quand les temps sont durs, eh bien finalement le réflexe un peu humain et tribal qu'on a tous, c'est de se serrer les coudes. Et on voit effectivement beaucoup d'initiatives, d'entraide, de plans B qui se mettent en place. Et pour nous, assureurs, c'est important de comprendre en fait la façon dont la société évolue et dont ces interactions se mettent en place. Le rôle qu'on a choisi d'adopter, c'est celui d'aider à faire en sorte que le monde soit toujours assurable. Donc c'est de faire en sorte effectivement de ralentir, ou en tout cas de mieux lutter contre tous les risques que l'on voit autour de nous, et à surtout faire en sorte que pour chacun d'entre nous, malgré la multiplication des risques, on garde cette envie, cette audace d'entreprendre, et de se faire plaisir, et d'avancer. Et donc pour ça, on a 3 axes. 1, c'est être une marque qui vous engage, donc devenir l'assureur de tous les Français, parler à chacun d'entre vous, vous offrir de la simplicité au quotidien, et cette simplicité, vous le verrez dans pas mal de lectures à venir, je crois que c'est l'agence Forrester qui parlait du passage de l'UX à l'IX, donc expérience client à expérience invisible. C'est gentil de citer Forrester devant Kantar, merci. On se serre les coudes par les temps qui... Tous les inputs sont beaux à prendre. Et effectivement, ils expliquent que les marques, elles ont beau, quelles qu'elles soient, elles ont toutes un rôle, c'est d'apporter de l'ultra-simplicité, de l'ultra-praticité à leurs clients. Oui, donc ça, la simplification, on a retenu ça. Je pense que c'est un mot assez générique actuellement. Et puis la dernière dimension, mais je ne la développe pas ici parce que
tout le monde en a déjà pas mal parlé autour de la table, c'est une marque qui s'engage. Donc au-delà de ce qu'on peut apporter comme réponse au quotidien, c'est bien sûr de montrer notre impact sur la société et contribuer à son maintien. J'ai cru que tu allais nous dire la calinothérapie. Je sais, elle est là. La calinothérapie, c'est de se dire oui, les temps sont durs, oui, les temps sont compliqués, mais les marques prennent leurs responsabilités. Elles restent un repère dans l'esprit des clients. Et donc, c'est important qu'effectivement, elles se recentrent sur leur raison d'être et sur leurs valeurs d'usage, comme on le disait tout à l'heure, et qu'elles repensent leur activité et leur chaîne de création de valeur pour en minimiser l'impact sur l'environnement et sur la société. Merci Fanny. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'écran qui s'affiche là sur le numéro. On les prendra avant la fin de la réunion. Et donc, quels sont les conseils et réactions que vous pouvez avoir, Stéphanie, pour s'adapter à la création de valeur, sachant qu'on est dans un monde où il y a une exigence paradoxale? Alors, justement, pour revenir sur la calinothérapie, je pense que c'est intéressant. Nous, chez Brinks, on est plutôt donc, sur un nombre de clients beaucoup plus petit, parce qu'on on doit avoir un maximum 5000 clients et à peu près 200 clients majeurs entre des grands retailers et des grands groupes bancaires. Mais finalement, cette réflexion de tout au long de la customer journée, du parcours client, du process de décision, de se poser la question, quand vraiment je trouve le bon mix entre du rationnel, entre de la responsabilité et quand même une relation favorable, c'est un des vrais sujets, puisqu'en fait, moi j'ai été à une école un peu, alors pas Procter ou Unilever, mais plutôt chez Nestlé, mais où le marketing, c'était tout le temps le couple insight-cible et cible-offre, en fait, derrière. Et aujourd'hui, si vous avez ce modèle qui est un peu différent, vous arrivez plutôt avec un système de cercle concentrique où votre client va vous poser un certain nombre de questions sur un certain nombre de services et vous allez travailler alors soit à gérer ce service, soit à trouver une chaîne de prestataires qui vous accompagnent. Mais du coup, cette fameuse relation client qui était un peu galvaudée, en tout cas sur nos univers, elle est un peu centrale. Et peut-être juste pour finir sur la partie RSE, justement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pris il y a 2 ans le sujet RSE et j'y ai vu surtout au départ toutes les contraintes qu'il y avait. J'étais convaincue que c'était de la com. J'ai passé 2 ans à faire du légal et du financier. Remplir des tableaux, des indicateurs, etc. Et en fait, assez rapidement, on en voit les leviers. Et aujourd'hui, on commence à être interrogé par des gros groupes bancaires sur quel est l'impact CO2 de telle offre versus telle autre, comment on peut travailler ensemble sur les circuits courts. Donc on commence dès maintenant à avoir un levier business en fait de la RSE. Et là, on commence à dire c'est génial parce qu'on passe dans une étape qui est différente. Donc arriver à mixer les deux, c'est hyper intéressant. Et ça passe aussi par cette chaîne de responsabilisation. Je le vois, nous, avec nos gros groupes bancaires, en fait, c'est un peu l'inverse de la chaîne alimentaire où, je ne sais pas si vous vous rappelez, petit, la crevette est mangée par le petit poisson qui va être mangé par le plus gros, puis par le plus gros. Là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire les gouvernements, l'Europe imposent aux groupes bancaires, par exemple, des contraintes environnementales très fortes. Et donc, du coup, dans une politique d'achat responsable, ils vont nous imposer des choses très fortes. Et puis, nous, on va imposer à nos fournisseurs. Et c'est finalement une imposition assez vertueuse. L'enjeu, maintenant, ça sera de trouver le bon équilibre pour que ce coût additionnel dans les coûts de revient, on arrive à le valoriser auprès de nos consommateurs pour que, justement, dans la composante prix, elle soit aussi dans la composante prix de vente, et que le consommateur soit prêt à payer pour ce plus de responsabilité. Donc on retient l'éducation, on retient la partie sur la gestion de l'investissement par rapport à un temps plus long et un ROI qui revient un peu plus tard. Je reçois les questions au fur et à mesure et je vous remercie de continuer à les envoyer. J'ai une question là pour Kantar qui dit quelles sont les marques qui ont le mieux réussi la création de valeur liée à la RSE? Donc je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais en tout cas c'est une question qui peut être mériter réflexion. On a, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que dans notre top 100, on a une montée générale de l'association des 100 marques les plus puissantes aux différents items RSE qu'on mesure, donc c'est-à-dire la responsabilité sociale, environnementale vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des employés. Donc on a une augmentation assez significative pour ces 100 marques, mais on a
on plafonne à 20% d'associations en moyenne pour ces 100 marques. Pour une bonne association d'items à une marque, on se dit 60%, c'est pas mal. Donc pour l'instant, si vous voulez, globalement, les grandes marques sont assez peu associées aux dimensions sociales et environnementales. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est pas un levier d'achat. Donc, si on est cynique, on se dit, bon, finalement, la sustainability n'est pas un levier de création de valeur business, mais le premier problème, c'est qu'on n'y est pas. Ces marques ne sont pas assez associées. Pourquoi elles ne sont pas associées? Pour deux raisons. Soit elles n'ont pas complètement réussi leur transformation durable, soit elles ne communiquent pas assez sur ce qu'elles font. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'elles ont peur de le faire, alors que si on est sincère et transparent, il y a tout intérêt à communiquer sur les projets, sur sur ce que l'on fait. Et c'est toute une problématique d'ailleurs sur l'industrie du luxe, qui fait énormément en la matière, qui ne fait pas forcément savoir. Du coup, il y a une perception relativement négative. Donc finalement, si je réponds là, parce que je veux répondre à la question, ce qu'on observe, c'est plutôt des petites marques ou des marques sustainable native, qui créent la différence, des Patagonia, etc. Mais les grandes marques classiques, on a des grandes marques du groupe Unilever, mais enfin je peux citer eux parce qu'ils étaient assez pionniers dans la démarche, qui sont un peu plus associés, mais chez Procter on a des beaux exemples. Je pense à Tide par exemple, qui arrive, la lessive qui permet de faire un lavage à froid. C'est bon pour l'économie, puisqu'on fait moins chauffer les machines. C'est bon pour le porte-monnaie, puisque finalement, on utilise moins d'électricité. Et puis finalement, c'est aussi efficace. Donc du coup, la question est finalement d'intégrer, encore une fois, les éléments de développement durable au positionnement des entreprises. Et c'est là où on aide les grandes marques, nous, chez Kantar. David, selon toi? L'exemple qu'il a cité, effectivement, avec Patagonia, est assez. Je pense que c'est celui qui nous venait tous spontanément en tête, avec notamment la campagne Don't Buy This Jacket et récemment sur l'élevage intensif du saumon. Voilà, ils ont des valeurs, ils les incarnent. Et je pense que ça montre bien l'importance d'avoir des valeurs et de pas attendre, parce qu'il y a un peu deux attitudes par rapport aux valeurs. Soit on va observer un peu les consommateurs, leurs usages, donc les espaces d'usacteurs. Soit on va essayer d'incarner des valeurs et on va devancer un peu au lieu d'observer bêtement et méchamment. Et je pense qu'une marque comme Patagonia le fait de façon assez remarquable. Parce que sinon on va avoir une espèce de porosité, donc une marque n'aura plus vraiment de valeur, puisqu'il y aura une porosité entre les valeurs attendues par le client et les valeurs de la marque, et donc une marque, on attend d'elle qu'elle soit remarquable dans tous les sens du terme en fait. Une question là, le paradoxe des consommateurs jeunes adultes que vous pouvez lire ici, peut-être de cette éco-anxiété défaitiste, à quoi bon faire des efforts puisque tout est bientôt foutu? Comment leur apporter de la réassurance quant à l'impact de leurs actions individuelles? Je laisse là. Tu laisses? Pas facile. Joker? Ouais, moi, juste, quand j'ai commencé marketeur, on m'a dit t'es une angoissée, c'est bon signe. Parce que c'est de l'angoisse que naît la créativité. Et du coup, je pense que c'est un des sujets. C'est quand même comment on a vu avec la transformation digitale que les plus jeunes apprenaient aux plus vieux. Je pense qu'un des sujets, c'est comment on intègre en fait des plus jeunes générations. Justement inquiète, parce que la difficulté, surtout dans des grosses entreprises ou des entreprises qui existent depuis longtemps, c'est de bouleverser, c'est de transformer. Et ces gens qui vont avoir cette éco-anxiété au cœur sont aussi des moteurs en fait pour nous faire changer. Ouais. Et pour nous accompagner dans les changements, parce qu'ils seront encore plus convaincus, ils vont se battre jusqu'au bout, là où peut-être qu'on négociera plus facilement à la baisse certaines ambitions. Je pense que c'est un des sujets, parce que de toute façon, c'est un des éléments quand vous regardez toutes les associations. Et je trouve qu'il y a une créativité formidable dans que ça soit Good for the Planet, The Shift, etc. C'est que vous avez des gens qui par l'action, en fait, atténuent l'éco-anxiété qui peut exister. C'est ça. Si je peux rebondir dessus? Oui, bien sûr, Fanny. Pour rebondir sur ce qu'elle dit là, effectivement, ce qu'on a pu observer aussi dans différents marchés, c'est l'inflation réglementaire. Parce que ça rassure de mettre du cadre, de mettre des contraintes, de mettre des lois, etc. pour se dire on va changer d'économie, on va éduquer la population à certains comportements, etc. Mais cette pression réglementaire, son inconvénient, c'est qu'elle tue justement un peu les initiatives, la créativité, le sentiment même de liberté. Et ça, c'est typiquement le danger dans lequel, et nous, clients,
et nous, collaborateurs, et nous, chefs d'entreprise, ne devons surtout pas tomber. La loi est la loi et c'est normal qu'on la respecte, mais néanmoins, reprendre confiance dans l'humain et dans l'intelligence collective, et en se disant que les réponses sont en nous, et c'est en essayant de réfléchir différemment, d'inclure effectivement des profils très différents dans les équipes et dans les cercles de réflexion, que renaîtra cette créativité et des modèles qu'on n'a pas encore complètement fini de dessiner, mais que c'est cette intelligence collective réellement qui fera la différence dans les années à venir. Et là, moi, je trouve qu'il y a un exemple assez frappant, du coup, dans les marques interviewées, qui fait partie des membres du club, qui était la SNCF, où je trouve qu'il y a deux axes intéressants sur le transport. Hein, c'est qu'avec tout le travail de communication qui a été fait, aujourd'hui, on peut se dire qu'on part en vacances à Toulouse en faisant 4 heures de train. Je pense qu'il y a 4 ans, on ne l'imaginait même pas. Donc, le travail de communication qui a été fait de leur part est vraiment intéressant parce qu'on commence à bouger nos états d'esprit. Et puis, aujourd'hui, il y a de l'innovation de la part des différents transporteurs ferroviaires qui sont en train de vouloir recréer peut-être demain l'Orient Express jusqu'à Istanbul et de recréer ces voyages en train. Donc je trouve que c'est un des beaux exemples de comment, en effet, de l'injonction de je ne prends plus l'avion que 4 fois dans ma vie, je trouve de la créativité sur des leviers différents. Ouais, très intéressant. Donc on change de paradigme et on est sur un temps long. Tu avais un exemple aussi ? Oui, je voulais rebondir en fait juste sur cette notion d'anxiété, tout est foutu. On a réalisé récemment une étude avec The Good sur un des items qui nous avait étonné dans ce qu'attendent les consommateurs du luxe vis-à-vis du secteur du luxe. Et il y a un item qui est important, c'est l'item de santé mentale. On se dit, alors pourquoi est-ce qu'ils attendent du luxe qui résolve ce problème de santé mentale ? On a posé une question et en fait, il faut l'interpréter positivement. Quand on achète des produits de luxe, on se fait plaisir, on est fier, on fait plaisir aux autres, on achète des beaux produits. Et effectivement, les marques ont aussi un rôle à jouer à rééquilibrer une santé mentale qui est affectée, parce que c'est ce que tu disais, le plaisir dans la vie, c'est essentiel. Donc, il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là dans le rôle que les marques ont à jouer, et notamment. Et tu n'as pas donné le mot de confiance. Peut-être que c'est aussi une réassurance. Avec une confiance, je suis de qualité et je suis associé à un beau nom. Tout à fait. Bon, de la même manière, on tient cette étude à votre disposition, mais on a été très agréablement surpris par les résultats de cette étude qu'on vient de sortir. Et probablement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi réfléchir justement quand on parle de chaîne de valeur avec la société. La culpabilité, par exemple, moi je pense à un voyage, la culpabilité d'un voyage lointain, c'est aussi de se dire comment finalement on va réfléchir le voyage différemment, comment on va travailler avec les entreprises pour que demain les longues vacances tous les 2 ou 3 ans soient réinventées, ce qui existait il y a très longtemps, qui n'existe plus. Est-ce qu'on recrée des longues vacances de tous les 2 ans, 3 ans, de 4 à 5 semaines pour que ce voyage lointain, on le réinvestisse? Comment on recrée un temps long de préparation de son voyage parce qu'on va le faire 4 fois moins souvent et on va réinvestir? Et je pense que c'est pareil sur le luxe, c'est qu'il y a ces réflexions aussi de se dire comment les entreprises, du coup, agissent sur des aspects institutionnels, sur des aspects collectifs, évolution des réglementations pour encourager, en fait, une part de responsabilité dans ces moments de plaisir. Merci pour ces témoignages, c'est très inspirant. Pour terminer, donc Fanny, tu avais 2 ou 3 conseils également sur les do's et les don'ts. Oui, mais alors, je regarde mes collègues avec un sourire complice. N'hésitez pas à compléter. Sur les do's, alors j'espère que ça vous parle, mais c'est vrai, sur la promesse de marque, eh bien, on voit que définitivement les marques, dans les contextes complexes qui nous attendent, vont rester des repères pour chacun d'entre nous, et que c'est important aussi qu'elles ne se perdent pas, parce qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup de data mises à disposition, beaucoup d'attentes de la part de nous tous. On attend que les marques solutionnent un peu tout, le pouvoir d'achat, le plaisir, l'empathie, l'inclusion. Et c'est important dans ce contexte que la marque conserve son ADN et ne dévie pas trop de son axe. Donc oui, c'est important de se réaffirmer, de se réinventer, mais pas de se dénaturer.
Et le deuxième, c'est l'omnicanalité, parce qu'effectivement, c'est devenu très tentant aujourd'hui de gagner en autonomie, en rapidité. On veut tout de suite. On n'a pas envie de payer plus cher pour avoir quelqu'un qui nous suit toute notre vie, et on a envie d'être indépendant. Sauf qu'en réalité, il y a plein de moments où ça fait quand même du bien d'avoir un petit coup de main humain. On l'a vu pendant le Covid. On le voit encore aujourd'hui dans des cycles d'achat de produits un peu complexes comme des produits de services financiers, où oui, on propose de la souscription directe, mais en réalité, aucun d'entre nous ne va réellement toujours jusqu'au bout et n'appuie sur le bouton valider sans avoir passé un petit coup de fil à un téléconseiller ou été voir son agent. Donc, l'importance de l'humain, même dans l'omnicanalité. Et sur l'intelligence artificielle, David, tu vois qu'il va remplacer l'humain, ou est-ce que tu es aussi alors optimiste? J'ai une vision, je ne suis pas sûr que je partage la vision de tout le monde sur le volet IA, mais de façon plus générale, je pense que les étudiants, c'est le copain, l'IA c'est un peu le copain qui peut faire les devoirs. Ça, c'est déjà un premier volet. Et je pense qu'il y a des attentes fortes parce qu'ils baignent dans la technologie, donc ils ont l'impression que la technologie est une espèce de démiurge qui va solutionner tous les problèmes, même les problèmes environnementaux, etc. Alors que paradoxalement, l'IA, même si là, il y a une tendance qui nous fait croire que c'est formidable parce que ça permet d'éviter des voyages pour faire des photos, etc. Il y a une nouvelle tendance qui est en train d'émerger. En termes de consommation, etc., c'est quand même pas neutre. Et donc, mais peut-être que c'est lié à ce côté immatériel du digital, en fait, puisqu'ils n'ont pas cette perception. Pour eux, c'est quelque chose d'un peu évanescent. Et je pense que c'est lié à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'IA. Moi, j'ai publié une tribune récemment sur les contenus générés par l'IA. J'avais une prise de position assez forte sur le sujet. Tout le monde n'a pas cette position, mais bon, voilà. Et on parlait beaucoup de l'économie de la flemme, avec la période Covid où il y avait des livraisons par un certain nombre de services, les gens ne se déplaçaient plus, tout arrivait à eux, tout était devenu facile. Est-ce que l'IA, c'est dans l'économie de la flemme, d'après toi, Pierre ? Non, je pense pas. Bon, il faut faire un effort malgré tout alors. Non, je pense que c'est un accélérateur en effet, et que ça doit être un ami, quelque chose qui nous permet d'éviter des tâches répétitives et de concentrer l'essentiel de notre temps sur de la créativité, sur de la relation. Donc je pense qu'il faut le regarder de manière positive. Et même sur l'aspect sociétal, je sais que nous on est en train de travailler sur des shootings de photos par exemple avec des personnes où on peut se dire justement quand on a des enjeux de diversité sur être capable sur différents pays d'avoir une diversité de visages, on n'avait pas toujours les budgets de production pour avoir 50 visages, ça peut évoluer demain, donc je pense que ça peut être des vrais outils de créativité mais aussi des outils de personnalisation parce que ça ouvre des opportunités en termes de budget beaucoup plus intéressantes. Donc on a manque du négatif. On va retenir effectivement que on va créer de la valeur avec des objectifs de RSE qui sont remplis. 2, on va avoir une vision plutôt long terme. 3, on utilise l'IA comme un outil effectivement d'accompagnement. Et 4, bien sûr, l'humain ne sera jamais remplacé. Et même avec un mot qu'on a retenu dans nos discussions, qui est un humain avec un petit câlin. Donc je sais qu'elle ne dit pas forcément. Et 5, la IX, donc Invisible Experience. Merci beaucoup, je vous demande de les applaudir. Vous retrouverez tous les replays sur le site internet de YouTube de All for Customer. Et je vous dis également à l'année prochaine. Le salon aura lieu le 1er, le 2 et le 3 avril 2025. Donc notez-le dès à présent. Vous pouvez bien sûr compléter votre connaissance avec les ouvrages de la librairie ici qui sont sélectionnés vraiment en fonction des thématiques qui y sont abordées. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et puis également les stands, puisqu'il y a un certain nombre de solutions sur les stands et d'innovations intéressantes. Et passez prendre une photo souvenir sur le photobooth qui est juste là. Ce sera un bon souvenir de votre présence et je vous remercie beaucoup d'être venus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre le week-end de Pâques un petit peu en avance. Donc aujourd'hui, le salon est un petit peu moins fréquenté. Mais vous êtes là, c'est le principal et l'humain prime. Merci beaucoup.